podcast de l'auteur de Chaise et Métal, le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Salut. Comment ça va, Fifi Brin d'Acier? Ça va bien, Gilligan. Je sais pas pourquoi. L'île de Gilligan? Ben oui, Gilligan's Island, ben oui, avec la Tu star. de la chanson? Ben là, un peu, là, mais pas assez pour la chanter sur le podcast. Attends, peux-tu me partir un... Oh, Chicago vient de le compter. Peux-tu me partir un petit bout? Non, je suis pas capable. On ne pas dans même, je suis pas capable. Nanana. Les joyeux naufragés. Ok, non, la soirée, je chante pas, tu chantes mal. C'est ça. C'est dégueulasse. Je chante pas. Fuck you d'abord, mange la marde. Moi, on dit que t'es pas fin que moi. Ben là, fuck you, si tu me dis de chanter, puis quand je chante, tu me dis que c'est pas bon, on va chier. Hey, aujourd'hui, on retourne en 1998, mon cher ami. Puis en plus, vu que. Non, Quoi? pas une autre Ouais? bière. Ben ouais, il faut que je la finisse, c'est ma dernière. This one's for you. Voilà. Pour Stone Cold. Est-ce que tu as acheté un 6-pack au dépanneur? Non, j'ai acheté, c'était 2 pour 6 piastres, des canettes de combien de millilitres? 473 millilitres. Combien de pourcents d'alcool, ça? C'est 5%? Je sais pas. Tu devrais savoir ça plus que moi. T'es un alcoolique, toi. 5%. Mais non. Ben moi, oui. je bois de la vraie alcool, pas de l'alcool de dépanneur. Attention, qu'est-ce que tu vas dire? Mais non. Ok, c'est correct. T'as le droit. Au moins c'est pas du live. Non, c'est vrai, on va le couper au montage, on aura à faire quelque chose. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça, hein? C'est un aujourd'hui dans l'histoire qu'on fait aujourd'hui. Ben oui, le Raw du 19 janvier 98 avec Austin qui rencontre Tyson. Wow. Fait que c'est quand même un gros, le lendemain du Rumble 98, où Austin gagnait le Rumble, le Royal Rumble match. Puis que pendant ce temps-là, dans la loge, il y avait Shane McMahon qui était avec Mike Tyson qui applaudissait. Son lutteur préféré, Stone Cold Steve Austin. Je pense que 24 heures, il a changé d'idée en 24 heures, je pense. Mais c'est la première apparition en caractère de Shane McMahon avec son personnage Shane McMahon à télé. Pas en tant qu'arbitre, c'était sa première apparition. Non, oui, mais c'était pas. Il était pas Shane McMahon le fils du boss, c'était juste Shane McMahon le gars qui était avec lui dans sa loge. Ouais, mais c'est la première fois qu'on voyait Shane autre que. Probablement. Qui était nommé, là, que c'était Shane McMahon. Ouais, probablement, j'imagine que oui, là. À moins qu'une apparition qu'on ne sait pas. Pas probablement, je te le dis. Ok, tu as fait des recherches là-dessus, puis c'est pas ironique que tu fais là. Mais non, tu m'as dit de préparer le show, c'est ça que j'ai fait. Ah ben là, je sais pas. Des fois, t'as l'air sérieux, puis tu niaises. Fait que je sais plus à cette heure. Ça fait partie de mon personnage de stand-up. Ouais, c'est ça. T'es assis, par exemple, ça marche pas. Faut que tu te lèves. Fait que non, j'ai bien aimé le show. C'était comme un peu une montagne russe d'émotions. Ouais. Fait que puis honnêtement, c'est un le segment de la fin, c'est vraiment un gros moment. Tu sais, souvent tu regardes des extraits des vieux épisodes, tu sais, genre la Zamboni, la Corvette, ces affaires-là. Puis tu dis tout le temps, OK, on l'a vu 1000 fois. Tu sais, Tyson aussi. Mais quand tu prends le temps de t'asseoir, puis de t'asseoir, puis de regarder le moment, puis de comprendre, puis d'écouter, tu fais comme tabarouette. Puis sans oublier que Tyson était quand même dans un de ses primes, là, dans le sens que t'es crissement en forme. Là. Ouais. C'est vraiment cool. On va en parler un petit peu plus tantôt, là, mais c'est vraiment, vraiment nice comme Raw. Puis après le Rumble, en plus, c'est gros là, pour lancer le Road to WrestleMania officiellement. Ouais. Mais avant de commencer. Ouais, vas-y quoi? C'est ça. Ben, avant de commencer. Avant de commencer le podcast au journal d'histoire, Mike Tyson contre Austin, ben, le podcast la semaine dernière qu'on a fait. Oh oui. Biographie. Le roi des cœurs, Owen Hart, évidemment, la première biographie de l'année, le premier podcast de 2025. Donc, pour en savoir un peu plus sur le avant WWF, pendant et évidemment après toute la tragédie, ben, ça va être avec le podcast d'Owen Hart la semaine passée. J'espère que vous avez apprécié autant que nous, le roi des cœurs. Ben oui, j'espère que vous avez apprécié pour vrai, parce que nous, on a bien aimé ça le faire, évidemment. Ouais. Owen, c'est. Je vais dire plus toi que moi, là, mais ça reste un lutteur préféré. Là, fait que c'est quand même fun de parler de lui pendant quand même une bonne heure et demie, 2 heures. Là, fait que allez voir ça. Ouais. C'est autre chose? Non, rien d'autre. Je pense que d'habitude, on fait quelque chose, mais quoi, je sais pas. Mais il y a de quoi avant, me semble que tu parles de. Mettons, c'est avant ou c'est après? C'est avant, ça. Hein? Je pense que c'est avant qu'on va se vivre quelque chose qu'on fait ça d'habitude. Ouais, t'es sûr? Ouais, mais j'entends rien, ça me dit rien. Il faudrait que j'entende quelque chose, moi.
Attends un peu. Eh bien oui! Dans la vraie vie! Le segment où j'avais deviné à Marco, c'est la culture populaire en taux de show qu'on a vu aujourd'hui, qui est également le Raw contre Tyson Austin. Fait que c'est fort un peu, ben son un petit peu. Ça, à chaque fois. Asti, je t'ai curé que tu dis ça. Je m'en allais le faire, là. J'étais déjà en train de le faire. Puis là, je t'entends le dire, je suis comme, c'est pas vrai. Ben là, qu'est-ce que je te dise? Je pense que fort. Dans tout ce que j'aime pas de toi, je pense que c'est une des affaires qui est au top de ma liste. Ben là, Khalid, désolé de ne pas vouloir éclabousser mes tympans pour ton propre plaisir. Là. La deuxième, c'est quand tu touches les lignes de trottoir en marchant. Je fais jamais ça. J'ai pas regardé. Ben, c'est le fun, c'est le fun. Bref, es-tu prêt pour devenir ce qu'il y a dans la culture populaire en taux de show qu'on vit aujourd'hui? Ah, ouais, mais mais non, hein. Ben ouais, mais c'est dur, là, c'est dur. Là. Attends, je vais essayer de deviner la première question. C'est la chanson numéro 1 en Amérique du Nord? De quoi, qui ça? La première question, c'est ça? Ben, la première chanson. C'est tout le temps ça, là? Ben voyons donc. Il n'y a pas de nouveauté en 2025. Toujours les mêmes affaires. Ben, on passe à l'envers? Non, c'est bien redondant. Il n'y a personne qui aime ça, ce segment-là. Non, c'est pas vrai. Vous autres, que je vous ai pas vrai, tu sais très bien. Mais oui. Non, écoutez-les pas. Faites des commentaires. Dis, on aime ça, Marco, dans la vraie vie. Comme ta boîte. Oui, tabarnouche. Bref, chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Est-ce que c'est un groupe masculin? Oui. 98 Degrees. Et non, c'est Savage Garden avec Truly Madly Deeply. Ah, c'est-tu la chanson... Non, c'est pas ça, je la connais pas, la soirée. Ouais, c'est ça. Arrête de chanter, t'es pas bon quand tu chantes à nous. Chanson numéro 1 au Québec. 98 au Québec, c'est une grosse année. M'a dit Garou, moi. Oh, t'étais pas loin. C'est Bruno Pelletier avec M. Bruno Pelletier, c'est toute une chevelure, lui. Ah oui? Ben, il y a des beaux cheveux frisés à un moment donné, longs, là, tu sais. Ça se peut, ouais. Non, c'est vrai que t'en parles, moi je pense que t'as raison, ouais. Film numéro 1 au box-office. Puis ça m'a donné un gros indice, là. Ça a été un film qui a été au numéro 1 box-office pendant au moins 3 mois. Pour vrai, sans joke, là. Ça devrait donner 3 mois? Ben, 3 mois au minimum, là, ça devrait donner un gros indice, là. En 98, là, un film qui est sorti et qui était au top pendant si longtemps de temps que ça, là. C'est pas Ace Ventura 2, là. Ben, ça doit être Titanic. Et voilà, bonne réponse! Quand même bon, tu l'as eu. Jeu vidéo sorti alentour. Ça, tu l'auras probablement pas, mais c'est un jeu que tu as déjà joué, je suis sûr certain. Je sais que Dave, il jouait beaucoup à ce jeu-là, en tout cas. Ah, attends, c'est pas au 64? Oui, 64, ouais. 1080 snowboarding? Holy shit, c'est ça! Wow! Ouais. Nice! Ben, tu m'as eu avec l'indice de Dave parce que je me souviens que Dave avait ce cassette-là. Puis, tu sais, Dave, je veux dire, il jouait tout le temps pour vrai, c'était fou. C'est pas le gars le plus dur à trouver son inventaire de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a écouté dans sa vie. Là, je sais plus, il est quand même facile là, quand tu le connais. Là. Je me rappelle, il jouait tout le temps. Parce que il disait, tu jouais, je dis non, vas-y, joue, ça me parle pas. C'est bien le fun, ce jeu-là. Ah, mais le jeu snowboarding, il est le fun en crise pour vrai. Ah, c'est bon, c'est un bon jeu. Tu sais, quand dans le lobby, là, puis tu cherches tes snowboarders, là, puis ils sont tous en chacun coin de la pièce, ça c'est malade. Bref, dans le monde du sport, au tennis, l'Australie, le Australian Open au tennis féminin, Martina Hingis de la Suisse a gagné son championnat par DQ en battant Conchita Martinez de l'Espagne 6-3 et 6-3 pour son 5e grand chelem. Martina Hingis. Conchita Martinez, elle faisait-tu Conche quand elle avait son 1 point? Non, elle n'avait pas de moustache non plus. Ok, c'est bon. Elle était cute, Martina Hingis, dans le temps. Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario aussi. Vicario, ouais, en effet. Comment elle s'appelait? Pierce? Quelque chose Pierce? Non, elle s'appelait quelque chose Spears. Pierce, c'est une femme. Spears? Non, pas Britney Spears. Si, voyons donc. Lindsay Davenport aussi. Pierce tennis. Va checker, voir ça. Mary Pierce, c'est ça. Parfait, je l'ai trouvé. Mary Swanson. Samsonite, j'étais pas très loin. C'est Miss Simpson.
Et c'est le WF Magazine du mois de janvier 98. On a DX avec Sean en avant, Triple H en arrière, surprenant. Et il n'y a pas juste ça. Sur le Raw Magazine, on avait le choix entre un magazine avec Sable et l'autre encore meilleur, celui avec Sonny dessus. Aïe, 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 aïe. Moi, ce que j'aime, c'est l'océan. Ah, là, moi, c'est la couleur du bikini. C'est la couleur du bikini. J'adore le rose. J'aime le rose. Puis non, mais pour vrai, ce magasin-là, tu te mémoire de l'avoir acheté quand tu étais jeune ou. Non. Parce que moi, je me rappelle vraiment de l'avoir acheté quand j'étais jeune. Puis il me semble qu'il y avait juste celui de Sable. Je sais pas. J'ai pas acheté le magazine avec. De mémoire, là. C'est pas dessus, à part. Mais là, c'est un Raw Magazine normal aussi, là. C'est pas juste des bikinis aussi, là. Je vais te le montrer, t'es à côté de moi. En tout cas. Je peux tout te montrer si tu veux, toutes là. En tout cas, elle traîne la même photo depuis 20 ans parce qu'elle ressemble pas à ça aujourd'hui. Ferme ta boîte. C'est ça. Puis dans d'autres événements aussi, il y a, bien évidemment, dans les journaux, il y a ça comme ça. Avec à Fresno, en fond, c'est où il y a lieu le Raw de ce soir. Ouais. Tous les gros noms sont présents. On voit tout ça sur le poster. Là. Shawn Michaels, Taker, Stone Cold, Dude Love, Farouk, Maivia, Kane et Vader, pour ne nommer que ceux-là. Et aussi, le lendemain, il y avait un show, c'était pour une affaire d'étudiants, je sais pas trop, un discount d'étudiants de 2 piastres. Oh, yes! Ouais, ben, j'ai juste mis parce qu'il y avait sonné dessus, sinon je l'aurais pas mis. 10 piastres, le billet, tabac, ça a changé. C'est fou, hein? Ouais, mais c'est des billets aussi bas que 10 $. Fait que, okay. c'est plus moins cher que 10 piastres, mais sinon... Hey, aussi bas que 10 $, tu dois être haut quand même. Ben, ça dépend, là. Aussi bas, haut. L'eau? Ok, c'est un jeu de mots que tu faisais. Ouais. Ah, ok, ça c'était pas très drôle, désolé. Mais bon, c'est ce qui conclut dans la vraie vie! Merci d'avoir participé! C'était le meilleur de l'année à date. Ah, parce que t'as trouvé 2 réponses pour ça. C'était le meilleur de l'année à date pour vrai. Sérieux? Ouais, c'est le premier aussi, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était ça la. Ouais, je l'ai dit après que t'as dit, mais t'as parlé, fait que t'as pas compris. Je t'arrête de tester du matériel, laisse-moi tranquille. Là. Ouais, teste-les pas trop longtemps. Fait que là, je dirais bien, on va commencer avec le review, mais c'est toi qui l'as, fait que vas-y, mon homme. Ah, c'est moi qui. Ah, excuse, j'ai rien fait. Fait que c'est fini! Oh, ouais, merci! On sait les résultats. Voici les résultats. Ben évidemment, le Raw. J'ai même pas marqué la date en plus. Je suis pas correct. C'était quoi la date? 19 janvier 98. 19 janvier 98, le lendemain du Royal Rumble 98. Un Royal Rumble remporté par Stone Cold Steve Austin, son deuxième Royal Rumble consécutif. Il avait gagné celui d'avant en 97. Et avait-tu gagné celui d'après? Passé proche, mais non, c'était Vince McMahon qui avait remporté celui de 99, qui avait éliminé Austin à la fin à cause de The Rock qui a tiré le bras. Mais il a quand même remporté 3 Rumble qui avait remporté le 2001 par la suite. Ouais. Donc, il a remporté le 97, il n'aurait pas dû, là, mais c'est correct. Pourquoi? Parce que c'est Brett qui l'avait gagné, le Rumble, c'est pas lui. Brett qui a assez gagné. C'est des faits pareils. Toujours Brett. Que juste ça dans ta bouche. Brett. Pas vrai, pas en tout. Je vais le mettre le jacket. T'as le jacket rose, fatigant. Mais juste parce que tu me fais chier, moi le mettre. Voilà. C'est ta faute. Moi, tu me le dis, puis... T'as pas de réception? T'as pas de réception. OK. Fait que, évidemment, le show va commencer en mémoire de Junita McMahon, qui était la mère de... C'est Juanita, on dit. C'est Juanita. Ah ouais, excusez, attends, je vais recommencer. Juanita McMahon. La mère de Vince McMahon. Oui. Donc, elle était décédée. Donc, en tout cas, on ne partira pas là-dessus, mais... Ben bon, pas fine. Arrête, là. T'as élevé un monstre. C'est pas de sa faute à elle. Bon, elle n'a pas aidé à cause. Hein. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais-tu là? Non, en 1916, quand elle est née, non, j'étais pas là. Mais en 1998, quand elle est décédée, j'étais là, pardon. Ben ouais. Mais pas avec elle. À son chevet. Donc, fait que c'est ça. Fait que RIP. le Raw. Ouais, RIP. Le Raw de 1998. Désolé. Moi aussi, j'étais sur mon matériel.
C'est vraiment pas drôle ce que tu fais en ce moment. C'est Mais irrespectueux là, pour Juanita. Rip 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 Hurrah, c'est un jeu de mots. Juanita, étais-tu dans les îles. Arrête de faire ça avec ton micro, là. Dans les îles? Je comprends pas. Les îles de quoi? Juanita, c'est pas américain. Juanita, c'est espagnol, non? Oh, mais peut-être qu'il y a Mexico, une descendance, peut-être une descendante d'un autre pays, ça se peut, là. Veux-tu que je check pendant que tu parles? Ça me dérange pas, là. Non, c'est pas nécessaire. Là. Ok. On sait pas où qu'elle descend, mais on sait où qu'elle est montée, par exemple. Ouais. Donc, le show va commencer avec nul autre que Paul Bearer qui fait son entrée sur le ring pour venir parler des événements qui ont eu lieu hier soir au Royal Rumble 98. Donc, Bearer qui vient dire que c'était une soirée incroyable et que tout le monde pensait que Kane était, que Undertaker pensait que Kane était pour aller l'aider, avoir de la pitié puis qu'il soit avec lui. Mais tout le monde était stupide de croire ça et que finalement, Kane a trahi son frère une fois de plus pour se ranger avec Paul Bearer. A fait un chokeslam dans le cercueil à Undertaker et a aussi salarié de Paul Bearer sur YouTube. Et mis le feu au cercueil et pour faire brûler l'Undertaker, rest in peace, hein, il est parti rejoindre Juanita pour le reste de l'éternité. Donc, c'est terminé pour la carrière d'Undertaker jusqu'à temps que la musique de l'homme d'outre-tombe se fait entendre et évidemment les druides se présentent au ring comme d'habitude avec le cercueil qui a l'air pas mal flambette pour quelqu'un qui a brûlé. Donc, ça vient jusqu'au ring. Est-ce que l'Undertaker va faire son retour ce soir? Ouvre le cercueil. Et non! C'est le frère de l'autre. C'est Kane! It's gotta be Kane! C'est après ça qu'il a fait ça. Ah! On vous a tout eu, ma gang de Mongols! C'est ça. Okay. Il était bien content, bien excité. Et Kane va regarder Paul Bearer dans les yeux, en tout cas à travers le trou de son masque. Hey! Il était mal placé, fait qu'il l'a tassé un peu. Ouais. Et va faire brûler les 4 coins du ring comme il était habitué de le faire. Et évidemment, c'était un swerve. Je ne parle pas du lutteur de la AEW en ce moment, mais. Un peu jeune à l'époque. Ouais. Paul Bearer et Kane qui sont de nouveau réunis ensemble. Et malheureusement pour les fans, ne verront pas l'Undertaker ce soir, du moins jusqu'à maintenant, parce qu'on ne sait jamais, la soirée est encore jeune. Ouais. Une très belle promo, là, avec Paul Bearer, c'était bon, là, c'est très drôle, là, quand il faisait ses faces et tout, mais non, pour vrai, la promo est excellente. Paul Bearer, dans son delivery il est bon. de facial, à part Paul Heyman, je pense que c'est le deuxième pour ça. Là. Paul et Paul, oui. Pour le facial, là. Ouais, non, je comprends. Vrai, ça. Ah non, ils sont excellents. Ouais, donc c'est ça. Après ça, on voit Shawn Michaels et Triple H accompagnés de Chyna backstage qui mangent la gomme, qui se pensent bien drôles puis qu'ils sont fiers d'eux autres. Évidemment, Triple H va braguer sur le fait qu'il a battu Owen Hart pour le titre européen. Puis c'est drôle qu'on en parle parce que justement, dans la dernière biographie, dernier podcast, biographie d'Owen Hart, on parlait de ce que la politique backstage du fait que la DX avait un peu burié Owen après le départ de Brett pour le mettre sideway pour pas qu'il gagne rien à WWF. Ben, c'est pas ça qu'il dit dans la promo, dans celle-là, parce qu'il est venu du Rumble la veille, c'est ça qu'il dit. Le champion européen. Oui, c'est vrai. Il n'a pas perdu encore le titre européen. Non, la semaine d'après avec. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis après ça, il va parler aussi du fait que Shawn Michaels a battu Undertaker pour prouver encore une fois que c'est le meilleur de tous les temps. Puis que ce que tout le monde sait déjà. Donc, il brag dans le fond. C'est pas mal ça qu'il dit. Puis il dit qu'il va chercher Undertaker à soir parce qu'il n'aime pas comment ça s'est fini au pay-per-view. Ouais. Donc, est-ce qu'ils vont arrêter de moi? Undertaker? Qui fait son entrée pendant qu'on parle? Ah, mais là, ça va tout. non, je vais être correct. Le moment. Non, je vais être correct. Mais c'est pas le même Raw. Non? Non, c'est un autre Raw. OK. Puis c'est Undertaker? Non, c'est Jeff Jarrett. Pour vrai? Ouais, OK, Jeff Jarrett. Ouais. le futur champion? Yes! Arrête! OK, commence-moi pas là-dessus. Tu sais très bien qu'il ne gagnera pas, puis c'est juste une storyline, le calme-toi. On en parle mardi. Non, on a déjà parlé, c'est vrai, excuse-moi. C'est la semaine passée. Ouais, c'est vrai.
Hey, ma gueule, hein? Ma gueule. Ouais, t'as ça, ta gueule. Après ça, le premier combat de la soirée va être un combat 3 contre 3 entre DOA et la Nation de la Domination. D'Lo, Kama et Farouk. J'ai toujours de la misère à... C'est Scott, 8-Ball, c'est qui l'autre? C'était Crush? C'est Chains. C'est Chains? Ouais, Crush était parti. Il est parti après sa R-Series parce qu'il était à cause de l'affaire de Brett. C'est un des gars qui était parti. OK. Mais hey, je me suis pas trompé, je ne l'ai pas appelé Adam Bomb. Adam Bomb, non. Le podcast n'est pas fini. Ouais, c'est vrai. Donc, un combat 3 contre 3. Et, étrangement, la foule est crissement dedans pour ce combat-là. Pour vrai, il y a une énergie quand même assez fou. Puis, tu sais, oui, le combat, il y a une bonne énergie, la foule est dedans. Là, il y a quand même un bon pace. C'est pas des moves incroyables. Mais tu sais, il y a de la vitesse. Là, les gars s'en vont dans le coin, des clotheslines, les leg drops de D'Lo Brown qui sont assez rapides comme d'habitude, puis le monde aime ça. Très beau kick circulaire de Kama Mustafa, où ce qui tourne le bras du gars puis qui fait un kick en arrêt de la tête, un peu comme faisait comment il s'appelait? Savio Vega, mais c'était-tu Kwang? Ouais, c'était Kwang. Hein? Ouais, Kwang, ouais. Kwang, c'était son move fétiche. Je ne peux pas lui donner quelque chose, il y avait juste ça. Là. Je ne sais pas pourquoi j'ai bragué sur Kwang dans ce segment-là, mais bon, c'est probablement la seule fois que ça va arriver. Gros botch avec Farouk. Je pense que c'était. C'était-tu 8-Ball? Ça se peut, j'ai pas. Le botch où il a essayé de faire un genre de face first, puis qu'il a pu l'échapper sur le coup. Là. Ouais, ça se peut. Genre, puis là, il tombe, puis là, il tombe à peu près sur le coup, puis il essaie de le lever, puis le gars voulait genre tourner en même temps. Puis là, t'as Jerry Lawler qui fait comme. Il fait comme. Ah, 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 puis là, il reprend son rire en blanc. Il là, là, hein, il était comme semi-personnage, genre, genre, ça va faire mal. Fait que c'est une affaire que j'avais marqué dans mon résumé. Puis, évidemment, après ça, il va y avoir une grosse mêlée qui va éclater où les 6 gars vont se battre dans le ring. L'arbitre va arrêter le combat pour faire une double disqualification. Encore une fois, un combat qui finit pas à WWF dans les années, dans nos podcasts rétro. Rocky, Maivia puis Mark Henry, qui était le nouveau membre de la Nation de Domination à l'époque, vont venir pour essayer de gagner la guerre des nombres en faveur de la nation. Mais évidemment, Ken Shamrock et Ahmed Johnson vont venir pour le save, pour égaliser tout ça et chasser la Nation de Domination du ring. Et il faut savoir que Ken Shamrock et The Rock étaient en rivalité à ce moment-là. Donc, l'homme le plus dangereux est venu le faire le save pour aider les motards. Ton appréciation du segment et du match, mon cher? Ben, le segmentaire était bon, puis ben, il était correct. Mauvais, hein? Je dirais pas. C'était pas mauvais, c'était correct. Mais le brawl de la fin était plus nice, j'ai trouvé, là, le qui mieux à la fin. Là. Non, pour vrai, un segment qui avait de l'allure. J'ai pas eu ça. T'as-tu trouvé que la foule était vraiment dedans? C'est sûr que c'était le premier combat de la soirée et qu'il y avait encore beaucoup d'énergie, mais. Il me semble que j'ai pas marqué tant que ça. Là. Je trouvais que c'est une foule normale du temps. Là. Pas morte, mais pas genre à l'autre bout pas impliquée à l'autre bout du monde non plus. Là. Mais non, je trouvais que c'était correct. Sans plus. Mais dans ce temps-là, ça prenait pas grand-chose à la foule pour réagir non plus. Dans ce temps-là, probablement tout le monde était over. Là. Il n'y avait pas grand monde qui était vrai, pas genre pas acclamé. Là. C'était une bonne job pour. Ben, pas nécessairement une bonne job dans le sens que c'était des main eventers, mais dans le sens que tout le monde était over. Il n'y avait personne qui était vraiment haï, hué, là, à part les heels, oui, mais parce que c'était les heels, pas parce qu'ils n'étaient pas bons. Là. Fait que non, pour vrai, tout le monde était over dans ce temps-là. Moi, ça me faisait penser un peu à la foule de la NWC au Québec où peu importe ce qui se passe, la foule crie toujours, il y a tout le temps de l'énergie. Ouais. C'est quand même cool quand tu es lutteur d'avoir cette énergie-là, ça te nourrit. Là, Puis évidemment, quand tu checkes les vieux Raw et les vieux SmackDown, ça te saute aux yeux, tous les signes qu'il y a dans la foule. Là, ça, c'est nice en crise. Ouais, vraiment. Là. Ouais. Ça, d'ailleurs, j'aimerais ça qu'ils ramènent ça. Ouais, mais c'est parce qu'avant, il n'y avait pas de control sur ce que tu peux marquer. À Star, il contrôle tout, puis s'il n'aime pas un signe, il te l'enlève. Fait que des fois, ça donne pas le goût tout le temps au monde de l'amener. Ouais. En même temps, tu fasses attention à ce que tu écris aussi pour pas que tu sois sans dessin. Non, c'est sûr. Ouais. Non, c'est sûr. Il va y avoir une belle pub pour le WWF Magazine avec nul autre que Vince Russo. Vic Venom, c'est pas pareil. Ouais, je sais, mais je voulais juste dire aux gens que c'est Vince Russo parce que c'est pas tout le monde qui va l'écouter sur YouTube. C'est vrai. Vic Venom, t'as bien fait de le dire, mais c'était Vince Russo.
qui était à ce moment-là au créatif de la WWF, évidemment, en plein cœur de l'Attitude Era. C'était-tu sa seule vraiment apparition à TV pour WWF? Je m'en souviens pas. Ben, il a fait une coupe à Livewire dans le temps aussi, mais Ouais, non. rien de majeur à WWF, hein, pour Non, il n'a jamais, Wrestling. jamais vraiment été à la télévision. Là. Maintenant, il y avait un segment avec Sable dans le ring où il donnait une plaque ou je sais pas trop. C'était lui qui était là. Mais dans mes notes, j'ai marqué Vince Russo dans un commercial pour les magazines, what the fuck. Ben, pour vrai, moi, je trouve qu'utiliser comme ça, moi, Vince Russo, je l'aurais jamais amené à la TV. Là. Il est peut-être bien weird dans son créatif, mais je trouve qu'en arrière, en arrière de l'écran avec son crayon, il était plus efficace qu'à la TV. À la TV, il était un peu grinch, là, il était un peu malaisant. Là. Mais, ouais, non, c'est sûr. Mais en même temps, il fait une bonne job backstage. Là, mais dans Oui. ça là il n'était pas encore. Je pense pas qu'il était encore dans le créatif. Je pense que ça arrivait un petit peu plus tard, ça. Genre peut-être vers C'est la fin sûr. de l'année 98. Ouais, il me semble que c'était pas. Il aidait peut-être, mais il n'y avait pas le rôle aussi grand qu'on connaît dans ce temps-là. C'était plus le gars du magazine, plus que d'autres choses. Puis non, puis tu sais, dans son magazine, souvent, il faisait des articles genre semi-shoot, semi-kayfabe, là. Puis il aimait beaucoup écrire en cap lock, c'est ses titres. Fait que non, ben, c'est comme Vince Russo, quand vous pensez à lui, c'est pas mal ce que vous pensez à lui, c'est comment il écrivait dans le magazine. Là. T'as raison, bro. Ouais. Puis c'est ça, c'est-tu le père de Matt Riddle? Ou... Qui ça? Ben, Vince Russo, il dit tout le temps bro, c'est peut-être le père de Matt Riddle. Ça serait quand même... Faudrait pas donner des idées à AEW qui ramènent Vince Russo comme père de Matt Riddle parce qu'ils sont tellement mauvais dans leur storyline que... Pourquoi il ferait ça? Moi, je comprends pas pourquoi les storylines. Il y a bien des affaires, je me demande pourquoi ils font, puis ils le font pareil. Hein. Des affaires que je me demande pourquoi tu dis, puis tu dis pareil. Fait que... Prochain match, Tom Brady va affronter le mercuriel Mark Mero, accompagné de la jolie Sable. Et et dans un des spots que j'adore de ce storyline-là, Mero qui marche en avant et Sable qui arrive. Tu vois Mero qui se fait huer quand il arrive. Après ça, la foule commence à applaudir. Le Mero, il est comme genre, what the fuck, puis il se retourne de bord, puis c'est Sable qui est là. Hey, toi, cache-toi, mets mon manteau. La foule l'applaudit, puis tout le temps de même. Ouais, hey, merci. Moi, j'ai toujours adoré ces affaires-là avec Mero et Sable. Je trouve tellement que c'est une bonne idée, puis que ça. Tu peux tellement jouer loin avec ce caractère-là en faisant ça. C'est parfait. Ouais. Puis même aujourd'hui, tu pourrais. Aujourd'hui, je trouve que. Là, je fais une parenthèse un peu. Je sors un peu du contexte du show, dans le sens que aujourd'hui, je pense que tu sais, Right to Censor, avec la société d'aujourd'hui en 2024, tabarouette que tu pourrais bien jouer ce genre de personnage-là avec genre Chelsea Green là, qui pourrait faire la fatigante qui peut censurer ou peu importe, là, un rôle de même. Ou bien Iconic, s'il avait été là encore, là, ça aurait été cool. Là. Puis Pour les filles, je parle. Ouais, puis il pourrait faire beaucoup de posts sur les réseaux sociaux là, quand il y a de quoi de pas correct ou whatever. Il pourrait en parler. Là. Ça serait quand même nice. Ouais. Et c'est ça, Sable va suivre. Brady est en front en début de match. Il va prendre le contrôle avec beaucoup de rapidité. Aucun move qui sort vraiment qui va vraiment se démarquer dans ce combat-là jusqu'à maintenant. Quelqu'un vient porter des fleurs à Sable, mais Mark Mero s'en aperçoit et va même détruire les fleurs. C'était qui était venu porter les fleurs, TJ? Ben, c'est un gars nowhere, là. Je Je connais pas. Je pensais que non, mais des fois, tu as toujours un. Tu me disais, lui, là, il a fait ça en 96, il était non, mais des fois, c'est des gars, des jobbers plus tard, là, des cameos, mais lui, c'est un gars nowhere. Là, c'est pas... OK. Et c'est ça, Brady va dominer quand même la plupart du match, qui est quand même étonnant. Puis il va faire une belle souplesse sur le ventre, dans le fond. Pour l'époque, c'était cool. Là. Il a juste pogné le gars comme ça, puis il s'est comme couché avec sur le ventre. Fait que c'est pas mal pas mal le seul vrai move du combat, je te dirais. Puis Sable va distraire l'arbitre sans vraiment. Sans le vouloir, mais c'était voulu quand même. Là. Sable va distraire l'arbitre et Mark va y aller d'un low blow direct dans la partie de Brady et va faire un TKO par la suite pour remporter le combat. Donc, Mark Mero va arriver à ses fins et va forcer, si on veut, entre parenthèses, Sable à tricher pour remporter la victoire contre Brady et garder Sable à côté. Ouais. Et bon, je suis là. Oui, ça a fait le fameux. Ça a fait le fameux.
Ben, c'est pas grave. Ouais, puis non. Mark Mero, je vais mettre une note. Ouais, le match, c'était pas pire, là. Pour vrai, c'était pas pire pantoute. Puis, comme Mero faisait une bonne job en étant le gars jaloux de Sable, là. Pour vrai, c'était une très bonne job d'acting du Marvelous One. Avec sa tenue qui sont pas mauvais. Ouais. Il y a beaucoup de matchs qui sont pas mauvais, mais que tu pourrais mettre genre des matchs de Sunday Night Heat. Là. Moi, mais c'est des matchs de télévision rapides pour passer le temps. Là. C'est pas rien de. Mais en même temps, je dis ça, mais ils ont buildé l'affaire avec Sable et tout. Fait que c'est pas comme si c'était genre pour rien pantoute, mais souvent les matchs de Raw, c'est ça. Là, c'est des fillers pour. Parce que c'est tellement long le show. Là. Hein? Comme 3 heures pour Raw et SmackDown. Bonne chance. Moi, je trouve que c'est excellent. Il y a un bon timing. Ouais, tout, of course. Hein, il pourrait chier à terre, je dirais que c'est bon. Quoique tu pourrais vraiment faire des W pour moi, c'est correct, mais. Ouais, c'est ça. Parle pas trop vite. Ben là. À Raw lundi sur Netflix, il y a un gars qui va chier à terre dans le ring. tester notre théorie. Là. Peut-être le seul show vraiment, là, le premier mois que je vais regarder les 3 heures, puis je vais être comme genre, oh wow. Ouais, non, je pense pas écouter ça plus que les gens 2-3 premières semaines. Piquer une chose après, qu'est-ce qu'il y a de bon, là, mais sinon, au complet, je pense pas. Après ça, backstage, on parlait de HBK et Shawn Michaels qui voulaient trouver Undertaker durant la soirée. Ben, il y a un corbillard qui va être en arrière. Et quand Triple H et Shawn vont essayer de. En fait, qui vont faire ouvrir la porte à Chyna dans l'arrière du corbillard, ben, ça va être plein de jolies demoiselles en bikini, en petite tenue. Sexy. Ben, ils sont bien habillés, là. Ils sont pas en bikini. Là. Il y en avait pas, il y en a 2-3 en bikini, me semble. Hein? Non, je pense pas. Il était en robe puis en jupe. En tout cas, en tenue de soirée. Qui vont sauter des bras de HBK et Shawn Michaels, qui vont les amener avec eux autres dans le corbillard faire le party. Et Chyna va les regarder avec un air genre. J'avais la même réaction de Chyna en regardant le segment, j'ai fait la même face qu'elle. Ouais, exact. Elle regarde ça, elle va fermer la porte. Puis elle va sûrement se dire dans sa tête, parce qu'elle a été Hunter à ce moment-là. Mais oui, on sait bien. Il hein, faut qu'un segment de même. Puis après ça, il va passer avec une de ces filles-là. Il va prendre la. Puis il dit boss à la place Chyna. J'espère que ça t'affectera pas trop. Là, tu parles à qui, là? À moi ou à Chyna? Non, à Chyna. OK. Une autre limousine arrive, une autre auto. Une limousine arrive avec Shane McMahon, l'ami de Mike Tyson et son entourage à Mike Tyson qui ont été invités ce soir dans la loge et pour venir, pour venir faire une annonce avec Vince McMahon. Donc, Tyson, son entourage et Shane McMahon qui étaient présents aussi au Royal Rumble dans la loge hier, c'est ça que je voulais dire. C'est première apparence, je me trompe pas, hein? Non, c'était hier. OK. Tu te trouves comique, là? Ben non, t'as dit le Rumble la soirée d'avant, j'ai dit c'est ça, c'est la première fois qu'il était là, ça j'ai dit. Qui? Mike Tyson, oui. Shane McMahon? Oui, c'est bravo. C'était sa première apparence on Screen Television. Tu savais, un gars qui me l'a dit il y a une couple de mois. Là. Je vais la rayer dans une question. Je la mets dans une question de quiz. Il va falloir que je la raye, ça. Pourquoi? C'est quoi la question? La question, c'était quand est-ce que Shane McMahon a fait sa première apparence Là, tu me l'as dit au début du podcast, c'est pas, t'es ben niaiseux. Ouais, mais le quiz fait un bout, je l'ai écrit. Là. OK. Fait qu'il va falloir que je change cette question-là pour le quiz. J'ai 2 quiz de préparer déjà. Fait que... après ça, il va y avoir un combat avec les Québécois qui font leur retour à la WWF. Hey boy, ancien champion par équipe, évidemment. Et au dernier pay-per-view, je m'avais mélangé, mais je vous parlais du saut des Québécois au Raw. Et le voici sur ceux qui écoutent sur YouTube. Écoute, Jacques Rougeau avec le saut et les cheveux, là. Je pense que quand on va le voir au Centre Slush Poppy, je vais lui montrer cette photo-là. Hey, Jacques, pas ta meilleure, ça? Le costume, c'est Nathalie qui a décidé. Nathalie Simard? Mais non, sa femme, c'est d'épée. OK. Comment qu'elle s'appelait? Ma chérie. Ma chérie, Nathalie, ma chérie. non, mais Mario Tessier dit tout le temps ma chérie. Là. Ah ouais? Je sais pas. Ouais. Ou non, c'est mon chéri. Ouais, ma chérie, c'est Bob. des boys. Quand tu dis quelle est où la bine des Bruce de Boston, ma chérie? Ils vont affronter Chainsaw Charlie et Cactus Jack dans un combat par équipe. Oui, exact.
un match classique, là, un brawl à l'extérieur du ring où Cactus Jack et Chainsaw Charlie amènent les Québécois. Évidemment, le spot classique de il s'envoie dans les escaliers avec Foley puis Jacques. Cactus Jack va perdre la tête. Oups, je me suis fait un petit peu trop avancer. Ouais, c'est ça, les cheveux. Non. Très beau Paul Driver de PCO à Chainsaw Charlie en plein milieu de l'arène. Dans ce temps-là, le Paul Driver, c'était un des moves fétiches des lutteurs. Quoique, je dis ça, mais on commence à le revoir pas mal là, dernièrement, puis dans les dernières années. Ouais. Beaucoup de. C'est juste qu'à Star, ils font ça sur des barricades, des tables, des escaliers, 3-4 chaises, tu sais, c'est ça. Mais bref. Et Cactus Jack va perdre la tête, il va faire un mandible claw à l'arbitre et Tim White va venir en renfort à l'extérieur du ring, il va faire une disqualification parce qu'on n'avait jamais vu ça dans le Raw jusqu'à maintenant. Donc, il va disqualifier. Et après ça, clothesline de Foley en dehors du ring où les deux vont tomber. À Jacques et Pierre, PCO, c'était malade en crise ce spot-là. J'ai marqué dans mes notes. C'est le seul spot de match que j'ai remarqué dans mes notes, mais pour vrai. Ouais, mais ça, c'est quand il va à l'extérieur du ring, puis l'autre, il fonce dessus, il fait un backdrop de Jacques sur PCO jusqu'à. Je pense que c'est sur Cactus Jack à l'extérieur. Fait que le spot que j'ai, c'était un petit peu plus tard, ça veut dire, non? Lequel, le spot de. Ben, parce qu'il fait fait. ça. Ok, c'est après. Okay, parce qu'il fait le cactus clothesline aux deux en même temps, ça c'est malade en crise. Tu vois, il fait. Ouais, c'est ça, il fait le cactus clothesline aux deux, puis après ça, ils vont de l'autre bord, ils remontent, puis PCO se donne un élan, Jacques le pogne en backdrop, puis il l'envoie en dehors du ring sur Cactus Jack. C'est quand même fou, puis tu sais, on sait qu'est-ce que PCO fait aujourd'hui, mais pour vrai, je le regardais bouger dans le ring, Pierre Carl à l'époque, puis il paraissait pas mal. C'est un bon worker, pour vrai, il bumpait bien. Il a toujours été bon dans le ring, PCO. Pour vrai, là, donc c'était cool de voir un jeune PCO lutter. C'est à ça que ça sert aussi les rétro-reviews et les podcasts rétro. Et après ça, il va à l'extérieur. Puis Cactus Jack va sortir son bâton de barbelé classique. Il va chasser les Québécois du ring jusqu'en arrière. Et il va remonter dans le ring avec Chainsaw Charlie. Il va faire un beau sourire comme lui seul sait le faire. Il va être content. Bang, bang! C'est la fin du combat entre Chainsaw Charlie et Cactus Jack contre les Québécois. Très bon saignement, on va appeler ça comme ça, parce que c'est pas vraiment un match en tant que tel. Là, je pense moi, j'ai marqué dans le ring. Ouais, moi, j'ai marqué dans mon appréciation du match, j'ai marqué un mot, j'ai marqué chaotique. Ouais, c'était très bon. C'était très. Ça a fait ce que ça devait faire, en fait. Ouais. Après ça, la DX cherche toujours Undertaker. Ils vont croiser des petits nains Lucha, des petites personnes Lucha. Max Mini. Exact, Max Mini et Chyna. HBK va demander à Chyna de prendre Max Mini puis de le monter vers lui pour qu'il parle dans le blanc des yeux parce qu'il était trop petit. Donc, classique spot avec DX là, qui rit des petites personnes. C'est arrivé à maintes reprises dans leur temps. Deux affaires que je veux dire, c'est que, en plus, ce qui est drôle là-dedans, c'est que Chyna, elle parlait espagnol. Là, fait qu'elle pouvait traduire ce qu'il disait à Max Mini puis tout. Fait que c'était malade. Ouais. Puis, tu sais, aussi, comme tu dis, ouais, les petites personnes, les jokes de petites personnes, ben, évidemment, c'est un précurseur aux People Little Squirt qu'ils vont faire éventuellement plus tard, dans 2008-2009 à peu près. Là. Ouais, quand ils sont en dessous du ring avec les amis d'Arns Wargold puis ils se font pogner à court des petites personnes. Ouais. Bref, non, fait que c'est ça. C'est de l'humour. Ben oui, c'est de l'humour, mais c'est correct pour le temps. Puis c'est DX, là, je veux dire, il était là pour ça, là, un peu pour briser les barrières puis faire de l'humour pipi caca. On va dire ça de même. Après ça, Blackjack Bradshaw va affronter Jeff Jarrett avec Jim Cornette et Rock'n'Roll Express dans son coin. Tabarnak! Ouais. Et Jeff Jarrett habillé avec le fameux bonhomme en blanc que c'est toi qui avais, hein, je pense. Ben, tu l'as pas toi avec? Ah, peut-être. Ouais, peut-être que je l'ai. Le guerrier aztèque. Ouais, je pense que tu m'en avais donné un parce que tu l'avais en dos ou quelque chose de ouais, je pense que oui. Fait que très apprécié. Puis, je veux pas faire du temps là-dessus parce que on en parle souvent au podcast, mais je sais que Jeff Jarrett, c'est quelqu'un qu'on connaît, mais est-ce que c'est tout le monde qui sait appeler son nom? Je ne penserais pas. Fait que j'aimerais ça qu'on le rappelle peut-être. Pas prendre de chance, là, on va dire au peuple qui écoute le podcast. Merci beaucoup d'être là en passant. On appelle Jeff Jarrett
cette façon-ci. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha! Voilà, le quota est fait pour cette semaine. Les 3 hommes attaquent Bradshaw pour commencer, mais JBL, on va l'appeler JBL aussi, reprend les forces avec un sidewalk slam très bien exécuté. Ben, en fait, je dis très bien exécuté, mais c'est pas vrai, il a un peu penché. Il a comme échappé puis il l'a repris en plein milieu. Steve Clothesline dans le coin de Bradshaw avec un fallaway slam vintage Blackjack Bradshaw. Rock'n'Roll Express vont intervenir pour donner l'avantage. L'arbitre pense l'arbitre est distrait par Jeff Jarrett et il va reprendre avec un dropkick et classique descendre la cuisse dans les cordes raté. Donc, grosse botte pour Bradshaw avec un gros powerbomb Steve par la suite. Cornette intervient et Rock'n'Roll Express qui interviennent de nouveau, mais botche carrément les clotheslines en s'en allant dans le ring avec le poignet. Là, les deux sont de même puis ils ratent complètement leur shot. Là, c'est dégueulasse. Et après ça, Jarrett. La faute à Bradshaw. Hein? La faute à Bradshaw. Ouais, c'est ça. Puis c'est qui était accompagné, je l'ai pas dit, mais qui était accompagné de Bradshaw déjà? C'était Blackjack Wyndham. Ça, c'est Wyndham, c'est l'oncle de Bray Wyatt, ça, non? Je pense que oui. Il faudrait vérifier, mais je suis pas mal sûr que oui. OK, parfait. Donc, il va monter sur le ring pendant que tout le monde est distrait, puis que Cornette et Rock'n'Roll Express ont fait leur job. Va essayer de donner un clothesline from Hell à Jeff Jarrett. Jarrett va se pencher, il va pogner Blackjack Bradshaw et Jarrett va couvrir Bradshaw pour la victoire. Et après le match, ils vont continuer à attaquer Bradshaw. Wyndham va venir arrêter l'hémorragie pour repousser le clic. Mais non, il va attaquer lui aussi Bradshaw. Va se donner une grosse élan d'un corps avec un clothesline from hell et va joindre le clan de Cornette, donc un autre dans la fameuse faction NWA continue. On sait que Jeff Jarrett était champion NWA et les Rock'n'Roll Express étaient champions par équipe NWA, si je me trompe. Ouais. Puis deux affaires. Là. Ben, une affaire, là, je veux dire, c'est mené au commentaire, il y avait Cornette qui était assis, il parlait avec les commentateurs. Puis Mané disait qu'il parlait de l'NWA, puis il parlait de Jeff Jarrett. Il disait que Jeff Jarrett avait la bloodline pour représenter l'NWA. Puis quand il qui a dit ça, j'avais dans ma tête Jeff Jarrett dans la bloodline avec Roman Reigns, à tenir sa guitare au lieu de son doigt dans les airs. Wow! Oh, wow! Hey, ça aurait été bon, ça. Ouais, ça n'aurait pas eu vraiment rapport, mais bon, c'est correct, ça aurait été cool. Puis, mais enfin, le match était juste là. Puis, attends un peu, 2 secondes, pendant que j'arrange quelque chose, vas-y, continue donc le match. Ben, j'ai pas grand chose à dire vraiment pour le match, à part que c'était juste là, puis que c'était pour le turn, mais en fond, le turn, on s'en crissait pas mal. Là. C'était pas la faction de la NWA de l'objet, c'était pas vraiment l'affaire la plus intéressante au monde. Là. Fait que non, c'était juste là comme match, puis le turn était là, puis comme j'ai dit, on s'en crissait pas mal. Fait que malheureusement, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça, mais n'importe à quel moment, Jeff Jarrett, c'est un match que j'aime regarder. Fait que voilà. Oui. J'avais un petit souci, mais j'étais encore là. Mais j'ai encore un petit souci. T'es encore là. Pas mort, mais pas fort. Ouais. Fait que. Bon, parfait. Désolé de cette mésentente-là parce que j'avais un problème avec mon fil d'ordinateur. D'accord. On est transparent au podcast. Moi, je dis tout ce qui se passe. Hein. Est-ce que c'est réglé ton problème de fil? Le fil, la prise, non, c'est pas réglé. OK. Mais là, ça va être réglé. Ben c'est ça. File donc le beigne. Ah, t'es drôle. J'aime ça quand t'es drôle. Merci. Je m'adore aussi quand je suis drôle. Bon, fait que c'est à moi. T'es rendu, mon cher, oui. Mais là, j'étais rendu à paniquer parce que la batterie était pas pluguée, mais là, je panique un peu moins, je pense. Non, je panique encore. Donc, c'est en arrière. Après ça, DX va discuter et les lumières se ferment dans le backstage et pointent au loin. Donc, ils sont comme ça, les lumières se tamisent, pointent là-bas, au loin, puis ça fait complètement déconnecté. Donc, les lumières sont. Comme ton fil. Ordinateur dans pas long. Ça va être déconnecté. Mais le fil, il se branche pas en ce moment. C'est quand même bizarre. Il était pas plugué. Si tu prends un 2 secondes, là, on peut. Non, tout est réglé. Tout est réglé. T'es sûr? OK. Oui. Désolé. Je suis beau. OK. Continue, là.
On rentre dans la zone de guerre à Raw maintenant. C'est la dernière heure du Monday Night Raw. Donc, évidemment, le Warzone avec la deuxième, l'intro. Ouais, c'était 2 Ouais, heures. ouais. Ouais, c'était 2 heures. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Mhm. OK. C'est le fun que je ne mentionne pas. Après ça, les lumières se ferment. La musique de l'Undertaker retentit. Et mesdames, messieurs, il est présent. Il descend du plafond. Le harnais s'en va dans le ring. Les lumières s'ouvrent quand il fait le geste. Enlève le manteau et la perruque. C'est Shawn Michaels qui est déguisé. Hey, ça, pour vrai, c'est malade, ce segment-là. Là. Le pire, c'est que quand j'ai vu le segment, là, puis j'ai vu l'affaire Taker arriver, je me rappelais calissement pas que c'était Sean. Fait que quand j'ai vu que c'est lui, Ouais? je suis parti. Ben, je me rappelais pas. Je savais que c'était déjà arrivé un moment donné, mais je savais pas que c'était ce show-là. Je me suis dit, c'est peut-être encore Kane qui niaise ou Wow! whatever. Puis j'ai ri en tabarnak quand j'ai vu ça. J'étais crampé ben raide pendant au moins genre 1 minute. Avec sa petite danse, là. C'est quand même le fun de se faire surprendre quand tu sais pas que c'est le moment. Là. Puis, Ouais. la musique de Sean part aussi. Là. Ah ouais, c'est C'est sûr. Ben oui, pour le pour qu'il striptease, danse. là. Là. Ouais, ouais. Donc, Triple H et China vont arriver dans le ring après ça avec tout un barbecue, le chapeau de chef, des saucisses, des grosses saucisses, des petites saucisses. Vont faire des blagues un peu. Ben, tu veux-tu jouer un peu avec les mots? Tu as sûrement des quotes que tu as gardées parce que tu aimes ça, ces genres de blagues-là. Ben non, j'ai juste dit que c'était la fameuse promo du barbecue DX là, avec les chapeaux de chef puis tout. Puis maintenant, il y a Triple H qui fait une joke sur Ric Flair. Là. Il dit il parle de Space Mountain, là, que la ride est un peu vieille puis tout. Puis je trouve ça drôle parce que c'est son héros, supposément. Fait qu'on voit comment que c'est un hypocrite déjà là en partant. Fait que c'est Hey, fais facile. ça pour le show, là, arrête. Là. Tu sais, en plus, avec ce joke-là, il est toujours très drôle, Triple H, hein, vraiment. Pour vrai, là, plus je le regardais, là, puis j'ai une révélation, là, je me suis dit, ah, une chance qu'il avait des bons amis. Lui, je pense que c'est le Brutus Beefcake de son époque, je pense, là-dessus d'Era, ce gars-là. OK, là, premièrement, Chicago a compté, c'est 3-1. Deuxièmement, on va pardonner, oui. Deuxièmement, ça va faire. Tu as le droit de ne pas aimer quelqu'un, mais sois Non, quand non, même. j'ai mes personnes que j'aime pas, comme toi, puis j'en vais en parler, il y a du monde que Comment tu ça, tu niaises à m'aimes pas? Il y a du Ben monde que méchant, non, ça. non, pas je parle pas de toi, niaiseux, je parle Ah, d'autres OK. personnes. Toi, il y a du monde que t'aimes pas, que tu niaises sur le podcast, mais Non, que jamais. j'aime bien. Bah non, J'ai des hein, c'est preuves de ça. sûr. J'en ai plein de podcasts. J'ai 360 épisodes de preuves, si tu veux. Mais and counting. Fait que non, pour vrai, mais non, moi regarde, je m'empêcherai pas de dire la vérité quand même si c'est pas ce que tu vas entendre. En tout cas, je pense pas qu'il y ait grand monde qui serait d'accord avec toi. Puis pour vrai, ben, en fond, c'est le Bruce Beefcake de son époque. Il avait le nez dans le péteux de Sean, comme Bruce Beefcake avait le nez dans le péteux de Dogan. Même affaire. Ah, la différence, c'est que Triple H est talentueux, Beefcake l'est pas. Là. La différence, c'est que Beefcake n'a pas marié à la famille de McMahon. Non, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas toi qui parles. C'est moins certain. HBK va aussi dire il y a un nouveau aspirant numéro 1 en ville, puis son nom c'est Stone Cold Steve Austin. Puis il dit que tout ce qu'Austin a fait, il l'a fait avant. Champion intercontinental, champion gagnant du Royal Rumble, WWF Champion, c'est lui. Fait que il l'impressionne pas bien, la frénésie d'Austin ne l'impressionne pas. Et il a tout déjà fait ce qu'il a fait, puis il l'a fait mieux. Donc, ça va être quasiment une balade dans le parc parce que HBK set ça. Puis il a pas juste ça dans sa promo aussi. Là. Il a dit d'autres choses. Là. Quoi? Il disait qu'il est down for absolutely nobody. L'affaire qu'il dans toutes ses promos. Dans toutes les promos par la suite, quand il faisait des rétrospectives Shawn Michaels, il disait tant cette phrase-là, ben, ça sort de cette promo-là. Là, lay down for absolutely nobody. Puis c'est dans toutes les promos qu'il fait par la suite, c'est dedans. Ben, c'est correct, c'est un soundbite qu'on connaît, qui pop souvent, fait que c'est fun de savoir que c'est dans ce show-là que ça vient. Honky Talkman aux commentaires se joint à l'équipe des commentateurs. Donc, youpi, oura. Bien content. Les Headbangers, Taka et Owen. Sale team random de Callis. Affronter Los Boricuas, wow. Dans un match, j'en reviens pas encore. On dirait Universe Mode des 2Ks. ouais. On dirait que quand tu joues avec ton cousin qui n'a jamais écouté la lutte de sa vie et qui prend juste les premières personnes random qu'il a vues.
Genre, ouais. Cette fois, tu es pris Owen Hart parce que tu le trouves bon. J'ai pris Owen Hart parce que Brett n'est pas dans le jeu. Là. Un match très rapide qui met beaucoup en valeur les acrobaties de Taka Michinoku, dont le springboard de Ricky Rana, entre autres. Chimie d'équipe des Headbangers est excellente aussi dans ce combat-là, des tags rapides, puis évidemment, on voit que c'est une équipe. Moi, pour vrai, je sais que c'est pas l'équipe de fou, mais moi, j'aime bien les Headbangers, je le dis souvent. Ouais, c'est bon. C'est une belle équipe de mid-card, low-card qui fait pas de mal à personne et qui sont efficaces dans ce qu'ils peuvent faire. Là, fait que... Ben ouais, genre des B-, genre, mettons. Ouais, c'est ça. Ça en prend aussi. Ça peut pas toujours être des A et des main eventers. Ça prend des genres de même pour remonter d'autres lutteurs. Puis en plus, sont divertissants et le fun à avoir aller. Là, fait que, Ouais, exact. c'est bien cool. Puis, c'est ça. Puis après ça, il va y avoir Maison de Feu d'Owen Hart avec son fameux coup de pied circulaire qui va se terminer avec un sharpshooter match assez rapidement pour la victoire. Donc, il va faire taper. Je ne sais pas c'est lequel. Là, tu es capable de me nommer au complet? C'est Jesus Castillo, ça. Ouais. Es-tu capable de me nommer tous Los Boricos au complet? Ben, c'est José Estrada, Salio Vega, Michael Perez, puis Jesus Castillo. Parfait. Tu as gagné le droit de. T'as gagné rien pendant tout. Donc, victoire de Owen Hart, Taka et les Headbangers. Une crise de chance qu'ils ont gagné et qu'ils n'ont pas perdu contre Los Boricos. Donc, un match filler. Ben c'est ça. C'était correct, mais c'est ça le trouble avec les Raw souvent, c'est que c'est des matchs qui sont courts et inoffensifs, mais c'est rien d'extraordinaire jamais. Mais c'est correct, là. C'est pas un match que vous allez vous. Ben, pourquoi je dis ça? Le quatuor d'Owen Hart, vous allez vous en rappeler peut-être là, après avoir vu ce show-là. Là. Mais le reste, vous allez l'oublier après avoir regardé le match au complet. Mais c'est souvent ça, hein, c'est que les storylines puis les speeches prenaient beaucoup plus de place que les combats en tant que tels, à part quand c'est un combat genre ton Mankind, The Rock ou Triple H, Austin, ça fait la même. Exact. Bref, prochain combat. Ahmed Johnson qui va challenger The Rock. On sait qu'un peu plus tôt, il y a eu la grosse mêlée dans le Six-Man Tag avec DOA et la Nation de la Domination. Intervention de Shamrock, Henry, The Rock et Ahmed Johnson. Donc, Johnson va challenger The Rock. Et Johnson a été blessé dans les derniers mois, a eu mal à partir avec la Nation de la Domination. Donc, une rétribution est en cours pour Ahmed Johnson. The Rock, lui, il en a plein les bras dernièrement avec Ken Shamrock, l'homme le plus dangereux de la fédération. Donc, on le dit à maintes reprises au podcast avec les 360 plus shows qu'on a fait. Shamrock The Rock, là, ça a été vraiment une très, très belle rivalité et des très bons matchs qu'ils ont eu dans leur carrière. Là. C'est probablement les meilleurs moments de The Rock pour eux. Il y en a beaucoup de moments, mais si on pourrait isoler quelques moments, je pense que ces moments avec Shamrock sont quand même assez mémorables. En effet, ben oui, une bonne rivalité entre les deux, il y a une bonne chimie. Fait que non, pour vrai, j'ai rien à dire de mal des matchs Shamrock contre The Rock. Là, je veux juste, parenthèse, The Rock, ça a fait éliminer par Austin au Rumble, hein, à la fin. Ouais. OK, c'est ça. J'étais pas sûr, je l'avais marqué, mais il me semble que j'avais un doute. Austin a éliminé The Rock pour remporter le Royal Rumble. Un loud Rocky Sock Chen. Le Rock domine, mais Johnson reprend avec une souplesse, coup de poing en lançant The Rock dans les escaliers après ça, en dehors du ring. Donc, coup de poing qui fait sortir The Rock du ring, il lance dans les escaliers rendu en bas. Épaule première qui fait sortir les escaliers, un spot classique de la lutte professionnelle et de surtout l'attitude des Rock. Ça a commencé. Spinebuster d'Ahmed Johnson sur The Rock. Un coup de chaise de Mark Henry sur Ahmed avec l'arbitre qui était distrait et Rock Bottom automatiquement pour la victoire par la suite. Et après ça, évidemment, il y a Henry puis le Rock qui sont dans le ring avec Ahmed Johnson et Ken Shamrock qui va encore une fois courir vers le ring pour secourir Ahmed Johnson, mais le Rock va finir par s'enfuir encore et Shamrock n'aura pas la chance ce soir de mettre ses mains complètement sur The Rock comme il le voudrait. Donc, victoire du Rock dans un match correct. Là, c'est peut-être un des meilleurs matchs à soir, entre parenthèses, qui fait avancer les storylines et qui fait bouger un peu l'aiguille. Ouais, mais le match, c'était pas super, mais moi j'ai trouvé qu'Ahmed Johnson était encore over pareil pour
à Ouais, l'époque. solide. C'est quand même nice, pareil, de voir qu'il est encore over à ce point-là en 98. Là. Sauf Mhm. que tout a cancellé après le finish. Là, parce qu'il n'a pas fait il a fait le Spinebuster ou River Plunge à The Rock, puis il a de le compter, il a couru les cordes comme un épée vers Mark Ouais. Henry. Là. Ça, Ouais. j'ai pas aimé. Là. Il aurait pu faire ça d'une autre façon, là, mais en tout cas. Mhm. Ouais, puis. Mais ça faisait pas longtemps qu'il était revenu en plus. Qu'il venait de revenir, Matt Johnson. Là, je pense Ouais. qu'il avait été blessé pour vrai. Là. Il avait fait ce single-là, mais il avait été blessé pour vrai ou. Blessé ou problème personnel, je me souviens pas, là, mais. Ben, non, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est fait tourner par la nation. Puis il est parti après ça, puis il est revenu vers Survivor Series 97 pour être avec l'équipe de Shamrock. Puis il était là encore tout le long. Là. Il était d'un parage, mais sinon, à part être contre la nation, il faisait pas grand-chose d'autre. Là. Mais il l'avait mis off-screen un bout, non? Ben, il était blessé après la nation Ouais, l'avait c'est ça, blessé. Là. Ouais. Entre SummerSlam et Survivor Series, il était parti un peu dans ce temps-là. Là. Puis en même temps, tu dis ça, mais il y a une grosse différence entre Ahmed Johnson de 96 quand il était poussé to the top pratiquement, puis Ahmed là. Il était encore over, mais avant Mané, il était aussi over que ben du monde. C'était pretty much dans le temps, là, en 96-97, dans le temps qu'il était à Babyface, là, c'était pratiquement genre le troisième gars overall. Il avait pris un peu le spot de Razor Ramon, un peu, si on veut. Ouais. Là, il peut gagner la belt. Il peut gagner la belt, Ahmed Johnson. Il aurait pu gagner la belt, mais il se blessait trop souvent, puis il était pas. C'est ça. Puis il a gagné sa Continentale, il avait battu Goldust à King of the Ring 96. Puis non, pour vrai, il était pas pire. Pour vrai, jusqu'à temps qu'il se blesse au rein, là, quand Farouk, dans Storyline, c'est lui qui l'a blessé, mais il était blessé avant ça. Là. Non, il n'a jamais été le même après ça, malheureusement. Ouais. Dommage, parce qu'il avait le physique de l'emploi pas mal. Ah ouais, puis il était charismatique. On ne comprenait pas tout le temps quand il parle, là, mais il était charismatique pareil. C'était pas le seul qu'on ne comprenait pas. Il y avait une présence. Oui, exact. Il y avait un mood quand il rentrait. Parlant de mood qui va nous mettre complètement de l'autre côté, ce que Ahmed Johnson pouvait faire, c'est le prochain combat entre les New Age Outlaws et les Godwin pour le championnat par équipe de la WWF. Pour vrai, ce match-là est dégueulasse. Pour vrai, là. Ouais. Billy Gunn avec son. C'est drôle, hein, parce que je regarde la shape de Billy Gunn. Là. Ouais. C'est quasiment pareil. Il est même plus shapé aujourd'hui. Ben oui, la shape, même comment il est beau, là, comment il est shapé. Ouais. Ben oui, c'est toute une pièce d'homme, le Billy Gunn. Oui, en effet. Jusqu'à temps que dans le match, il y avait une salopette, là, comme on peut voir sur YouTube. Jusqu'à temps que dans le match, il se fermait sa salopette et il était en bobette bleue, il avait l'air d'un esti de jobber. Ouais, c'était bizarre, ça. Puis l'autre qui était en salopette, puis l'autre en bobette bleue, bien, Road Dogg, évidemment, ça fit un peu plus. Là, mais il était en salopette au début, mais c'est parce que dans le match, Henry, il a arraché sur le corps, puis il était en bobette bleue, genre nowhere. Il n'y avait pas ces clés de Mr. Ass ou Billy Gunn en dessous, il y avait juste des bobettes bleues, genre nowhere. Là. Mais c'était pour niaiser les Godwin, de toute façon. Oui, c'est sûr. Ben oui, il y avait pour rien qu'il y avait un petit cochon avec eux autres. Là. Ouais, c'est ça. Gut-wrench suplex au début de Henry Godwin sur Billy Gunn, il a fait le tuer. Il a failli casser le cou, Carlis. Voyons donc, je vais te what the fuck. Ah ouais. Mais tu sais, après ça, j'étais comment? C'était-tu Phineas ou c'était Henry? Ah, c'était Henry, ok, c'est normal. Ouais, mais non, c'est le contraire. C'est plus Henry qui est le gars fiable des deux. Là. Ah ouais, moi j'aime mieux Phineas. Ben, voyons donc, il est pas bon, Phineas. Henry Godwin, il est bon. Ben, t'as le droit, mais il est pas bon. Là. Ah oui, on s'avait déjà assassiné sur ça en plus. Ouais, c'était qui le meilleur des deux. Ah ouais, je sais. Je trouve qu'Henry est bien plus solide que Phineas dans le ring. On fait un juste sur ça. On pourrait faire bio des Godwins. Ce sera pas long, hein? Ouais, ben peut-être en 2020, peut-être en 2046, peut-être. Ok, parfait, c'est bon. On met ça dans ton petit cahier de notes. C'est là. Parfait. Non, pour vrai, j'ai toujours aimé plus aimé Henry que Phineas. OK. Fait que c'est ça. Les Outlaws vont dominer sans vraiment faire de. Ben, pas dominer au début, ils vont dominer sans vraiment faire de prise. Là, ils vont prendre le contrôle du match comme les Hills sont supposés prendre le contrôle du match. Mais pour vrai, il n'y a aucune prise au début. Genre, je peux même pas te nommer de prise tellement qu'il n'y en a pas. C'est dégueulasse. Ça gueule. Exact. Écrasement d'Henry à Billy Gunn qui était cool. Là, c'est genre, il l'a pogné comme ses jambes en. Les deux pieds sur le bord du corps, puis il l'a ramené face first. Facebuster, ouais, ça c'était nice. Fait que ça, c'était cool. Bon, on va y donner, hein, c'est pas mal tout ce qui est arrivé. Puis, tout ça, pour que l'arbitre soit distrait,
Billy Gunn n'a rien foutu du match. Il a mangé, il a fait carrément la serviette. Là. Après, ils ont dominé genre 30 secondes, 45 secondes. Il a fait la serviette pendant 2 minutes. Distrait l'arbitre, donne le cochon. Frappe Phineas avec le cochon. 1, 2, 3, évidemment. Il y avait la brique dans le cochon. C'est malade, ça. Mais pour vrai, là. Ben moi, après la décision, après la décision, il y a un spot que j'ai ri en crise. Après le match, Henry est en tabarnak contre les Outlaws, évidemment, puis il pète les deux. Puis il fait juste pogner son bucket, puis il pisse d'en face à Road Dogg qui pogne un bump avec ses cheveux. J'ai écrit en crise. Quand il a pogné dans l'aide du match, c'est ça. Dans l'aide du match, c'est ça, puis c'est après le match. Ouais, puis après ça, il est allé sur la table des commentateurs avec la brique là, devant Jerry Lawler. Puis, non, c'est devant Vince, parce que Vince... C'est Vince qui était là? Ah non, il était pas là, Vince, c'est vrai. Non, c'était Jim Ross. Pas Vince. C'est devant Jim Ross, il a fait ça. Parce qu'il... dans ce temps-là, Henry Godwin, il était en crise contre les boss, les personnes importantes, parce qu'il disait qu'il prenait avantage sur Phineas. C'est ça qui a commencé leur heel turn, dans le fond. Ouais. Ben, c'est ça. En plus, Phineas perd le match. Puis Phineas, c'est un peu le fainéant. C'est un peu le Festus, là, si on veut. C'est le cochon d'Inde du groupe. Exact. Donc, ben, c'est ça. 3-2. Victoire des New Age Outlaws dans un truc que ma vie n'avait pas besoin. Mais pour le podcast, je l'ai écouté. J'espère. Vince McMahon, le grand Manitou, fait son entrée sur le ring et dit à la foule: Mesdames, Messieurs, je vous présente the baddest man on the planet, Iron Mike Tyson. Mais avant ça, pendant le show complet, il y avait beaucoup il montrait, après tout le segment, il montrait Tyson qui parlait à du monde, là, backstage. Là. Ouais, mais de toute façon, ça, je l'ai dans. C'est plus celui-là qui me fait chier. À Huck, ouais, Sonny. C'est plus celui-là qui me fait chier. Là. Mais il y en a eu d'autres. Il a parlé avec Nation of Domination. Évidemment, ça aurait fité en crise. Hein? Ça aurait été malade. Ouais, mais évidemment. Je l'avais ça dans mon. Ouais, tu peux le montrer, mais je l'avais dans mon segment avec Austin. Puis DX aussi qui était avec lui backstage. Puis c'est pas mal ça. Là, ben ouais, hein? Ouais, mais en même temps, c'est comme du foreshadowing sans le vouloir. Là. C'est quand même cool. Faisait le fan qui est content d'être là. Puis, que tout le monde voulait voir. C'est quand même Mike Tyson. C'est pas comme si les lutteurs n'étaient pas impressionnés non plus. Là. Ouais, exact. Je regardais le score en même temps que je faisais ça. Ouais, c'est 3-2. Fait que Vince, c'est ça. Mike Tyson et son entourage se présentent sur le ring, évidemment. Mike est content. C'est un grand fan de la WWF. Vince McMahon est très content d'accueillir Mike Tyson aussi. C'est bon pour la business. Puis il demande à Mike Tyson, tu sais, c'était quoi tes moments? C'est qui ton lutteur préféré en grandissant? Il a dit, moi, mon lutteur préféré, c'était Bruno Sammartino. Je fais, ben oui, toi. Yeah, right. Voir qu'ils t'ont pas dit ça. Mais non, arrête. Mais non, Chris, il était en bif avec la WF dans ce temps-là. Bruno Sammartino, il n'aurait pas dit de son nom certain à la TV. Là. Mais non, toi. Tu penses? Ben, il l'a dit qu'il écoutait ça avec son grand-père dans le temps, Mike Tyson, là-bas. Ah ouais, mais c'est pas ça se peut, ça. Ben oui, ça se peut certain. Hein. Moi, je pense que c'est stagé, ça. Ah non, Bruno Sammartino, il était en bif avec la WF dans ce temps-là. Il devrait savoir d'eux autres dans ce temps-là. Là. Chris, arrête, c'est dans le temps que c'est Triple H qui avait parlé, qui avait réconcilié les pots cassés avec Sammartino, parce que depuis qu'il était passé à la WF en 88-9, il n'aimait pas la compagnie, il était en crise contre eux autres. Fait que... Tu vois comment il est fin, Triple H? Ouais, c'est correct. C'est tout pour son gain personnel à lui qui fait tout, anyway. Fait que... Et Vince McMahon dit qu'il y a une grosse annonce à faire. Il dit qu'à WrestleMania, Mike Tyson... Oh, le bruit de verre! Et évidemment, Stone Cold Steve Austin fait son entrée vers le ring avec sa démarche. Et là, tout le monde arrive, tous les dirigeants de la WWF, Patterson, Briscoe, Slaughter, Shane McMahon, première apparition en tant que caractère hier au Royal Rumble 98. Que toute la gang est là et l'entourage de Mike Tyson. Puis là, tout le monde est inquiet parce que tout le monde à la WWF sait ce que Stone Cold est capable de faire. Tyson, lui, a l'air juste content de voir Austin parce que c'est Austin puis c'est un fan. C'est Cold Stone. C'est Cold Stone. Austin dit qu'il est tanné de voir Tyson serrer des mains, être content de rencontrer tout le monde, de faire comme si c'était un ami, de faire de la politique. Blablabla. Fait que Austin, il est comme moi dans le fond. Là, il était curieux de voir le monde faire les estis de fakers pour dire qu'ils s'aiment quand c'est même pas vrai. On sait tout que tout le monde saillit. Il shoot.
Exact. Et il dit que Austin veut un morceau du cul de Mike Tyson, puis que s'il s'affrontait demain matin. C'est des affaires qui se disent mieux en anglais qu'en français, là, ça m'étonne. Ouais, j'ai aimé ça. C'est rare que je fais comme toi, mais là, j'ai aimé ça traduire cette bout-là. Ben, bien Il joué. dit Bien joué. que s'il s'affrontait demain matin, Austin ferait juste une bouchée de Mike Tyson comme si de rien n'était. Et est-ce que Mike Tyson pourrait battre Stone Cold Steve Austin? Hell no. Mais est-ce que Stone Cold Steve Austin pourrait battre Mike Tyson? Oh, hell yeah! C'est ça. Et Austin va provoquer Tyson, va le regarder dans les yeux pour lui faire ouais, avec j'ai du langage de signes pour faire comprendre que le monde ne comprenne pas. So, here's to ya! Évidemment, Tyson fait un petit sourire, recule et donne une méchante bonne poussée à Austin. Et là, la mêlée s'ensuit. Puis Tyson qui plonge sur Austin, il est pogné en saut. Austin qui arrête de le massacrer comme ça. Puis, pour vrai. Non, c'est pas lui c'est un autre gars qui est pogné de ton entourage à Tyson. Ouais, c'est l'autre gars. Ouais. Puis l'autre, il était par-dessus, ouais. Parce que Tyson faisait séparer Tyson par ça. C'est vrai, t'as raison, c'est Briscoe qui enlevait Austin du gars. Mais le segment, c'est gold, puis c'est historique, mais allez regarder ce segment-là juste pour Vince McMahon. Vince McMahon, You ruined it, damn it! You ruined it! Puis Austin qui fait des fuck à Vince aussi. Puis c'est drôle parce que Vince joue tellement bien cette scène-là qu'il a vraiment l'air en crise contre Austin. Ouais. Genre vraiment, hey, c'était pas prévu. Puis écoute, tu l'as ruiné, c'est sans dessin. C'était parfait, là, Vince là-dedans. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, il essaie de le pogner même avec sa main, il est proche, puis il lui donne une tape sur la tête de même, genre. Puis elle face toute rouge. Oui. Évidemment, écoute, c'était. Tu sais, aujourd'hui, on voit ça, genre du monde qui vient de séparer deux personnes, on fait comment, ben oui, on sait bien comment ça va finir. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose de physique entre Tyson et Austin. On avait déjà vu des vedettes être impliquées physiquement, mais le fait que ce soit Tyson, on dirait que c'était comme. Ah, tu sais, Tyson vaut beaucoup d'argent, est-ce que ça va. C'est un peu comme Mayweather quand il est arrivé, on pensait pas qu'il allait se faire pitcher, mettons, sur sa gang d'entourage en bas. Il vaut beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, ça, c'est cool. De WWE, ont réussi à faire pas mal de gros stuns de même. Fait que, chapeau. Puis, un des meilleurs moments pour moi de l'histoire de Raw. C'est facilement un top 10 de Raw. Là, oui, c'est un moment iconique pour vrai, sans joke. Là. Puis, ça, évidemment, ça. Il y a beaucoup de monde qui essaie de chercher, mettons, c'est quand il est parti là-dessus d'Era, whatever, puis tout, mais ça, c'est une couple d'affaires avant, je pourrais dire, qu'ils l'ont starté. Ouais. Mais ça, c'est une des affaires vraiment, genre, c'est dans le top 3 des affaires qui ont vraiment commencé là-dessus d'Era, là, pour vrai. Là. Ça a commencé non seulement l'engouement avec Tyson à WrestleMania, mais ça a aussi commencé beaucoup Vince contre Austin, la rivalité qui va être front and center pendant quasiment 2 ans. Là. Ouais, parce que là, il se mêle de sa business puis de son plan de business. Fait qu'il gâche un peu l'image, son plan de parenthèse de la WWF dans la storyline. Puis après ça, la série sur le Sunday, c'est qu'il va chercher la belt de Vince de sa promotion à WrestleMania contre Shawn Michaels après. Fait que là, après ça, c'est parti pour un bout parce que Austin, c'est lui qui détient les règnes de la WWF. Ouais, en effet. Fait que c'est ce qui met fin, je vais dire ce qui met fin au Raw, mais après ça, tu vas le voir, il s'en va dans le parking, puis tu vas voir comme une intervention avec Vince, puis Tyson, puis l'entourage, puis Slaughter, puis toute sa gang. Fait que, évidemment, Tyson n'est pas content, veut la peau d'Austin. Ouais. C'est ça, ça va se terminer après ça. C'est cool ça que le Raw se termine, puis après ça, c'est comme si ça finissait, puis on va aller backstage, puis c'est organique comme fin, là. C'est vraiment comme... behind the scenes un peu, hein, l'équipe des caméras. C'est comme la promo, la fin de la promo, c'est comme le chaos. Fait que c'est comme normal qu'ils continuent avec ça après, genre comme si genre ils savent pas quoi faire, fait qu'ils ont continué à rouler les caméras, mettons. Ouais. Ça faisait très reality show comme fin, fait que c'était cool. Ouais. Pour le temps en plus, là, fait que. Fait que c'est ce qui met fin au Raw du 19 janvier, c'est ça? 98? Exactement. Ouais, 19 janvier 98, après Royal Rumble 2000. 98, voyons, pas 2008. J'allais dire 2008. N'importe quoi. Fait que c'est ça. Tout un Raw avec des up and down. Évidemment, un Raw classique d'Attitude Era, là, parce que on pense souvent que l'Attitude Era, tabarouette, c'était bon, mais c'était pas nécessairement la qualité des matchs qui étaient là. C'était plus
l'enrobage. Puis si, mettons, je te mets sur le hot seat puis je te dis ça, je te demande, c'est quoi les moments forts du show? C'est fatigant. En plus, tu as fait exprès de les mettre après pour pas que je le voie. Hein? Ben, j'ai mettais pendant que tu parlais, là. OK, ouais. Genre, de toute façon, quand c'est moi qui parle, je regarde pas le OK. StreamYard. Fait que... OK. Mon moment fort du show, ben évidemment, c'est sûr que le main event. Puis, tu sais, si je regarde un peu, je vais regarder ma feuille. Ben là, est-ce que tu veux dire moment fort drôle ou moment fort sérieux? Le moment fort que tu as aimé, là. OK. Ben, Shawn qui descend du top, qui surprend Undertaker, ça, je trouvais ça malade. Sinon, je te dirais la fin, évidemment, avec ça. Puis, moi, j'ai bien aimé, mettons, match-up, là, ce que j'ai aimé le plus, c'est Québecers contre Chainsaw Charlie puis Cactus Jack, parce que c'était divertissant. Le reste, ouais, les deux gros moments, je pense, c'est Shawn en sa promo en Taker, puis Vince à la fin, quoi, Tyson, Austin. Puis sinon, qu'est-ce que t'as pas aimé? Et Chris. c'est moi qui le conduis, yes. Ah ouais, j'avais fait un pour toi et un pour moi, comme ça tu vas arrêter de chialer. Mais ça, là, Ouais. enlève ça, là. Tu sais, vu que je chiale tout le temps, là, ça devrait être un segment à travers la table, ça. Une genre de montée de lait, là, mais tu sais, pas une montée de lait, mais. Si tu veux. Non, on fait pas de montée de lait, c'est déjà fait ailleurs. Mais Non, non, je sais, non. si tu veux, là. Tu sais, quelque chose qui va. Ouais, quelque chose que j'aime pas chaque semaine que je dis. Dérange pas. Vas-y fort. 2 minutes. On pourrait même me timer pour pas que je dépasse. Tu veux comme genre 110%, mettons, là. Ah bon, hey, des sujets en rafale, peut-être. Oui! C'est bon, c'est une bonne idée, ça. Bonne idée. OK. Comme ça, on s'en reparlera hors d'onde. Parce C'est bon. qu'on aime ça faire nos affaires hors d'onde, Parfait. actuellement. Change pas de sujet. Vas-y, dis Le qu'est-ce truc que t'as pas aimé. d'étanche. Ben, écoute, le match Outlaws contre les Godwin, dégueulasse. Honnêtement, c'est isolé. Tout le reste, j'ai été capable d'écouter. Ça, non. Tu sais, ça a duré aussi longtemps que quand je fais une crotte aux toilettes. On sait que c'est pas long quand je fais ma crotte. Là. Moi, ça passe vite. Là. Toi, non. On est comme l'extrême opposé. Ouais, exactement. Mais non, c'est ça. Fait que mon truc à vidange, c'est ça. OK, ben parfait. Sur un show de 2 heures, c'est pas pire que t'as juste une affaire. Là. Ben, vite de même, les moments forts, j'ai bien aimé l'affaire de DX au courant de la soirée. Qu'est-ce qui est arrivé? Là. Sinon, évidemment, l'affaire Austin, c'était écœurant. J'ai bien aimé le début avec Paul Bearer aussi, c'était très bon. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Les matchs étaient bons, mais corrects. Sinon, pour le truc de vidange, ben, je te dirais que peut-être le match de Bradshaw, Jeff Jarrett. Là, le reste. Ah ouais. Ben, pas que le match était pas bon, mais on s'en calisse pas mal. Là, puis, pas mal ça. Ouais. Là. Le reste, il n'y a rien vraiment qui m'a fait genre, ah, c'est dégueulasse, je veux pas regarder ça dans le show. Là. Fait que, par défaut, je te dirais ça, mais je pourrais facilement mettre rien non plus, puis je serais bien content. Les moments forts, il n'y en a pas beaucoup plus que des moments faibles dans ce show-là, à mon avis. Là. Parfait. C'est un bon Raw, genre normal, qui s'écoute bien. Hein. Ben oui, c'était rien de l'extravagant, mais solide. Bon fil conducteur de storyline, bon storytelling du début jusqu'à la fin. C'est un bon reset d'après pay-per-view, après gros pay-per-view. Que... Ouais, exact. Donc, ben, c'est ça. Ben, j'aime ça le dire, mais je vais te le laisser le dire. Le Raw du 9 janvier 98, il est où? Il est dans le rétroviseur! On a fini. On n'en parle plus jusqu'à temps qu'on parle d'autres choses que dans le show, là. On va voir. Exactement. On parlera pas du show en tant que tel, mais peut-être d'autres choses. C'est ça. Fait que dans le rétroviseur, bien content d'avoir fait ce Raw-là. C'était bien le fun à regarder. Ouais. C'est le fun à regarder des vieux Raw, pour vrai. Ouais, puis tu sais, moi j'aime beaucoup le Golden Era, toi aussi. Là. On est beaucoup dans ce style-là. On aime ça écouter, surtout les pay-per-views, je te dirais. Là. Ouais. Mais non, là-dessus d'Era, il y a plein de petits bijoux quand on se met à chercher, puis il y a plein de trucs dégueulasses aussi, mais ça, c'est toujours des plaisirs coupables. Ben ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qui est bon dans le rétroviseur, par exemple, c'est le podcast de la semaine prochaine. Oh oui, Royal Rumble 1991, le premier de 2 cette année. Des reviews de Royal Rumble. Donc, évidemment, la saison du Rumble bat son plein. Cette année va être le 1er février en 2025. Dans la vraie vie! Exactement. Donc, Royal Rumble 91 la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, ça va être un autre Royal Rumble, celui de 95, évidemment, avec Shawn Michaels qui remporte les grands honneurs, avec Pamela Anderson, Owen Hart, British Bulldog, comme on voit sur YouTube. Un très bon Rumble match. Donc, un pied qui touche à terre, évidemment, de Shawn Michaels, le Heartbreak Kid.
One foot, one foot, one foot. Donc, Et ça bien peut être intéressant. sûr, n'oubliez pas, ce mardi. À travers la table, évidemment, chaque semaine ou à peu près, on a un invité de lutte québécoise, que ce soit un lutteur, une lutteuse, un arbitre, un promoteur, peu importe, quelqu'un qui va venir nous parler, nous jaser de lutte en entrevue. Habituellement, une bonne demi-heure, 1 heure, ça dépend toujours. On a des collaborateurs, collaboratrices qui viennent nous voir. On va parler aussi, évidemment, Raw est rendu sur Netflix, SmackDown sur Netflix, WWE tout court est sur Netflix maintenant. TNA à Sportsnet, que je vais vous parler plus souvent cette année. Évidemment, tout ce qui se passe à la AEW aussi et dans le monde de la lutte, ben, il se passe rarement une semaine sans qu'on puisse vous parler d'une nouvelle. Et les entre deux collections et les quiz qui sont toujours intéressants. On va voir si TJ cette année va être encore aussi en feu que d'habitude. Je suis prête pour le défi. On va voir ça à travers Yes. la table ce mardi. Ben, c'est ça. Fait qu'en attendant, mesdames, messieurs, merci Marco pour le review. C'est TJ. Le Road 98, le 19 janvier pour être plus précis. Manquez Mhm. pas le prochain podcast à travers la table, mais surtout, mesdames, messieurs, n'oubliez pas la maison. Oliba!